Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du collier de diamants que Napoléon Bonaparte a offert à sa femme et que l'on peut encore voir aujourd'hui. Napoléon Bonaparte s'est donc séparé de Joséphine, qui ne pouvait pas lui donner d'héritier, et s'est marié une seconde fois avec l'archiduchesse Marie-Louise. Celle-ci fait honnêtement ce qu'on lui demande et donne naissance à un fils en 1811. Bien entendu, en de telles occasions, le monarque se doit de combler son épouse de cadeaux précieux. L'un d'entre eux était un magnifique collier. J'ai eu l'occasion de lire les résultats d'une étude gémologique de ce bijou et, pour faire court, le collier est magnifique. Les principes de sélection des pierres à l'époque n'étaient pas très différents de ceux d'aujourd'hui, et les pierres d'eau pure étaient très appréciées. 13 des 52 grandes pierres sont de type IIA, c'est-à-dire qu'elles sont aussi pures et incolores que possible. Les autres sont de bonne qualité. Le poids total des diamants est de 263 carats. Une chose spectaculaire, même sans tenir compte du coût historique. Et son prix, à l'époque de Napoléon, correspondait à l'allocation annuelle de l'impératrice et de son entourage. Et voici le point important de son histoire, il est devenu la propriété personnelle de Marie-Louise. Pas le joyau de la couronne. Elle pouvait donc en disposer comme elle l'entendait. Le collier a donc quitté la France avec elle, s'est installé à Parme, et, après sa mort, il est allé à l'un de ses héritiers, à savoir son frère. Malheureusement, son fils Maria Luisa lui a survécu. Le collier est donc resté dans la famille Habsbourg, et, bien qu'il ait été légèrement modifié, notamment raccourci-, il a globalement survécu. Après la mort de Maria Luisa, il a été porté par l'épouse de son frère, Sophia de Bavière, la mère de l'empereur François-Joseph, et, par conséquent, la belle-mère de la célèbre impératrice Élisabeth, Sissi. Après la mort de Sophia, elle est passée à ses fils. Mais non, Sissi, l'épouse du fils aîné, ne l'a pas porté, bien qu'il y ait eu des chances. Au gré des arrangements et des échanges familiaux, elle passa à un autre frère. Celui-ci, 2 fois veuf, était sur le point de se marier une 3e fois, et c'est donc son épouse, l'infante portugaise Marie-Thérèse, qui reçut le collier. Il devient son bijou préféré, et, avec lui, elle entre dans le nouveau XXe siècle. Nous sommes en 1929. Le monde a changé, l'empire austro-hongrois est tombé, et l'ancienne archiduchesse, qui a déjà plus de 70 ans, vit à Vienne. Marie-Thérèse ne veut pas se séparer de son précieux héritage, mais lorsque les problèmes financiers s'intensifient, elle décide de vendre le collier. Elle n'a pas eu de chance. Le colonel Tonnsan et son épouse, la princesse Gervaise Baronti, qui s'était portée volontaire pour aider à la vente, se sont révélés être des escrocs. Marie-Thérèse espérait 450 000 $. Mais, je vous le rappelle, nous sommes en 1929. Le krach, la crise financière. Le couple se rend aux États-Unis, car il n'y a pas d'acheteurs en Europe. Mais dans le Nouveau Monde, il n'est pas facile de vendre un tel bijou à un tel moment. Le célèbre joaillier Harry Winston était prêt à acheter le collier pour 94 000 €, un autre joaillier pour 95 000 €. Entre-temps, l'archiduchesse a écrit des lettres aux Tonnsan, qui n'ont pas répondu. Elle a compris qu'il se passait quelque chose d'étrange, et a révoqué la procuration. Juste après, le collier est rapidement vendu pour 60 000 €. Marie-Thérèse en recevra 7 et quelques. Les Tonnsan et leur assistant gardent le reste, disent-ils, pour couvrir les frais. Bref, ils ont essayé de tromper la vieille dame. Et qui était cet assistant? Vous ne le croirez pas, un membre de la dynastie des Habsbourg. Léopold appartenait à une autre branche de la famille, et était un descendant de Marie-Thérèse, la seconde épouse de son défunt mari. Il s'est porté garant que le collier est authentique, qu'il a appartenu à la femme de Napoléon, etc. Et il s'est fait passer pour le neveu de Marie-Thérèse. Juste pour donner un peu de crédibilité à l'image. Mais rien n'y fait. Elle ne s'est pas laissée faire, a intenté un procès, le collier lui a été rendu, les faux Tonnsan se sont échappés, et le neveu a même passé une quinzaine de jours en garde à vue devant le tribunal. À en juger par ses déclarations, il ne ressentait aucun sentiment de culpabilité, pourquoi tous remue-ménage? Et en général, ma tante est issue des riches Habsbourg, et moi des pauvres, mais il n'a pas eu à purger de peine. Et jusqu'à la mort de Marie-Thérèse en 1944, il n'est pas question de vendre le collier. Mais quelques années après la mort de Marie-Thérèse, la famille a vendu le collier. Par une autre main, en 1960, il est parvenu à Harry Winston, oui, pour la 2e fois après la chance de 1929. Mais il le vendit presque immédiatement à une connaisseuse en joaillerie, Marjorie Merriweather. Consciente de sa valeur historique, elle l'a remis 2 ans plus tard à la Smithsonian Institution, où il est toujours conservé. Le fait qu'il n'ait pas été démonté, et qu'il ait survécu presque intact est, pour ainsi dire, un miracle.
Vous ne le croirez pas, mais même l'étui a été conservé. Celui-là même que Napoléon a offert à Marie-Louise. Merci de votre attention.